Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike, Aides la chain, said Evalopper. Histoire A. Des mois s'étaient écoulés depuis que la famille Duret avait quitté la maison. Ils tentaient de reconstruire leur vie à Paris, mais les traumatismes de ces nuits passées dans la maison maudite refusaient de disparaître. Julien, bien que physiquement en sécurité, était devenu plus taciturne et distant. Claire se réveillait souvent au milieu de la nuit, hantée par des cauchemars dans lesquels les enfants sauvages l'observaient depuis l'ombre. Mathilde, quant à elle, n'était pas non plus épargnée. Elle avait développé une profonde méfiance envers les espaces clos, persuadée que quelque chose ou quelqu'un la guettait constamment. Malgré leurs efforts pour aller de l'avant, l'ombre de la maison continuait de planer sur eux, comme une entité invisible. Claire décida que la seule façon de mettre fin à ce cycle de peur serait de confronter la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Elle avait besoin de réponses, de quelque chose qui pourrait apporter la paix à sa famille. C'est alors qu'elle reçut un appel inattendu. Le téléphone sonna tard dans la nuit. La voix à l'autre bout du fil était faible et hésitante. C'était une femme de la petite ville où se trouvait la maison. Elle s'identifia comme Hélène Moreau, la dernière parente éloignée de l'ancienne famille. Sa voix était chargée de souffrance, comme si les mots qu'elle prononçait étaient trop lourds à porter. Elle avait appris que Claire et sa famille avaient habité la maison pendant une courte période et était convaincue qu'il manquait quelque chose à l'histoire de cette demeure. Il y avait encore des secrets enfouis là-bas, des secrets qui, une fois révélés, pourraient mettre fin à la malédiction qui frappait la maison depuis des générations. Hélène supplia Claire de revenir. Ils retournèrent à la ville silencieuse où se trouvait la maison et rencontrèrent Hélène dans une petite cabane délabrée, isolée des autres habitants. Hélène était une femme âgée, mais ses yeux brillaient avec le poids de décennies de douleur et de regrets. Elle expliqua que les parents des enfants qui vivaient dans les murs de la maison étaient ses propres oncles et que la malédiction qui hantait cette résidence était le résultat d'une série de crimes terribles cachés pendant des générations. Hélène révéla quelque chose que Claire n'aurait jamais pu imaginer. Les frères et sœurs sauvages qui avaient vécu si longtemps dans les murs n'étaient pas seulement les victimes de la violence de leur père, mais aussi les prisonniers d'un sombre pacte. Leur père, Édouard Moreau, un homme cruel, désespéré de pouvoir et de fortune, avait eu recours à un ancien rituel, enterrant ses propres enfants vivants dans les murs de la maison. Il croyait qu'en sacrifiant ses enfants et en les maintenant prisonniers entre les pierres de la maison, il obtiendrait la prospérité éternelle. Le rituel, cependant, avait horriblement mal tourné. Au lieu d'obtenir richesse et longévité, Édouard condamna son âme et celle de ses enfants à la maison. Les enfants, même de leur vivant, étaient devenus des ombres de ce qu'ils étaient, des êtres féroces, affamés et distordus par les ténèbres. Et leurs esprits, même après la mort, continuaient de hanter les murs, prisonniers d'un cycle de souffrance et de vengeance. La seule manière de briser la malédiction serait de libérer les esprits des enfants et ainsi dévoiler le sombre pacte que la famille Moreau gardait secret. Hélène était prête à les aider, mais elle les avertit que la maison renfermait encore des secrets bien plus sombres que ce qu'ils pouvaient imaginer. En retournant dans la maison, Claire, Mathilde et Julien ressentirent immédiatement l'atmosphère lourde et oppressante. Les murs semblaient respirer, et le son de pas résonnait doucement dans les couloirs vides. Ils suivirent les instructions d'Hélène, descendant dans le sous-sol où, selon elle, se trouvait l'autel qu'Édouard avait utilisé pour le rituel. Dans le sous-sol, sous une couche de gravats et de poussière, ils découvrirent d'anciennes inscriptions et des symboles grotesques gravés dans la pierre. Hélène, qui les avait rejoints dans la maison, commença à réciter des paroles en latin, tentant de briser le sort qui retenait les âmes des enfants captives. Mais quelque chose n'allait pas. La maison commença à trembler légèrement, comme si quelque chose s'agitait dans les profondeurs de ses fondations. Du coin le plus sombre du sous-sol, la même fillette sauvage que Mathilde avait vue auparavant émergea, cette fois avec un visage marqué par une pure fureur.
Elle n'était plus seulement une ombre humaine, mais quelque chose de bien pire, une manifestation du terreur et de la violence qui hantait la maison depuis si longtemps. Pendant qu'Hélène tentait de terminer le rituel de libération, Claire et Mathilde luttaient pour maintenir l'entité à distance. Julien, terrifié, tenta d'aider sa mère, mais la force de l'entité était écrasante. Lorsque la fillette avança vers eux, le sol du sous-sol commença à se fissurer, révélant ce qui ressemblait à une profonde crevasse, un abîme s'ouvrant sous la maison. Dans un dernier effort, Hélène lança le sort final. La fillette sauvage s'arrêta un moment, regardant Claire et ses enfants avec un mélange de haine et de tristesse. Et avant qu'elle ne puisse bouger à nouveau, une force invisible l'attira dans la crevasse, emportant avec elle les échos des cris qui avaient résonné dans la maison pendant des décennies. Les fissures dans le sol se refermèrent, et la maison retomba dans un silence profond. Avec la malédiction apparemment brisée, Claire et sa famille quittèrent la maison, sans jamais y retourner. Hélène, bien que vieillie et épuisée, sentit que son devoir était accompli. La malédiction des Moreau était enfin terminée. Mais Claire savait, au fond d'elle, que certains traumatismes ne pouvaient jamais vraiment être oubliés. Les cicatrices psychologiques resteraient avec eux, même si le mal surnaturel avait été vaincu. Désormais, tout ce qui restait à la famille Duret était d'essayer de continuer leur vie, portant avec eux les souvenirs d'une maison qui cachait des secrets dans ses murs et une histoire de terreur qui ne serait jamais complètement enterrée. Histoire 2. L'histoire commence dans un vieux bâtiment du Marais, l'un des quartiers les plus historiques de Paris, en pleine rénovation. Une jeune femme, Amélie, récemment installée dans un des appartements rénovés, est seule, déballant ses affaires. La nuit tombe, et soudain, les lumières clignotent. Un bruit étrange résonne à travers les murs, semblable à des grattements ou des pas. Avant qu'elle ne puisse réagir, Amélie est soudainement aspirée à l'intérieur du mur par une force invisible. Son cri est étouffé, et elle disparaît sans laisser de traces. Au quartier latin, dans un petit café rempli de chasseurs de légendes urbaines, Jeanne Arvel est plongée dans des dossiers et des journaux locaux. Jeanne est une jeune chasseuse, déterminée à prouver sa valeur, malgré la surprotection de sa mère, Hélène, propriétaire du café et chasseuse à la retraite, qui tente de la tenir à l'écart du danger. Jeanne découvre un schéma de disparitions inexpliquées dans des bâtiments anciens en rénovation à travers Paris, et décide que cette affaire est parfaite pour prouver ses compétences. Lorsque les frères Louis et Damien Chevalier, chasseurs expérimentés, entrent dans le café, Jeanne les aborde pour discuter de l'enquête. Louis, l'aîné, est protecteur et réticent à laisser Jeanne participer à la chasse, tandis que Damien, plus analytique, voit un potentiel dans l'enthousiasme de Jeanne. Après quelques insistances, Jeanne réussit à les convaincre qu'il est judicieux de l'inclure, et ils se rendent ensemble dans l'immeuble où Amélie a disparu. À leur arrivée au Marais, les trois commencent à enquêter sur les disparitions. Ils parlent avec d'autres résidents et découvrent que, au cours des dernières décennies, plusieurs femmes ont mystérieusement disparu dans des circonstances similaires. En explorant le sous-sol de l'immeuble, Jeanne, Louis et Damien trouvent des indices suggérant que l'immeuble a été construit sur les ruines d'un ancien bâtiment médiéval qui abritait des chambres de torture. En consultant des archives historiques, ils découvrent que l'immeuble a été érigé à l'endroit où le célèbre tueur en série du XIXe siècle, Henri Gaston, a été pendu. Gaston, un architecte qui utilisait ses connaissances pour créer des labyrinthes mortels à Paris, a été condamné pour avoir construit des passages secrets et des salles de torture où de nombreuses personnes ont disparu sans laisser de traces. Alors que l'enquête progresse, la tension entre Louis et Jeanne s'intensifie. Louis se sent responsable de protéger Jeanne, car elle est plus jeune et inexpérimentée. Il porte aussi un poids personnel. Le père de Jeanne, Charles Arvel, est mort lors d'une chasse avec le père de Louis et Damien, ce qui hante Louis. Hélène, la mère de Jeanne, blâme les chevaliers pour la mort de Charles, et cette culpabilité silencieuse crée une barrière émotionnelle entre Louis et Jeanne. Jeanne, cependant,
est déterminée à montrer qu'elle peut se débrouiller seule et poursuivre l'héritage de son père. Elle confronte Louis, lui disant qu'elle n'a pas besoin de sa protection et qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas prouvé qu'elle est une véritable chasseuse. Damien, quant à lui, tente de calmer le conflit, reconnaissant que Jeanne est compétente, mais mettant en garde contre les risques qu'ils encourent tous. Au cours de l'enquête, Jeanne se sépare brièvement des frères. Tandis qu'elle examine un mur dans le sous-sol, elle ressent une présence sinistre autour d'elle. Sans avertissement, une ouverture secrète dans le mur se révèle, et des mains invisibles l'attrapent. Jeanne est tirée dans une pièce cachée dans les murs du bâtiment, recréant la terreur qu'Henri Gaston infligeait à ses victimes. À l'intérieur de la chambre, l'atmosphère est oppressante. Jeanne trouve des marques de torture sur les murs et entend des murmures sombres. Elle tente désespérément de s'échapper, tandis que Louis et Damien se rendent compte de son absence et se précipitent pour la retrouver. Louis et Damien localisent l'entrée secrète et, après une recherche frénétique, retrouvent Jeanne avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, l'esprit d'Henri Gaston se manifeste, rempli de fureur et de malice. Il tente de capturer l'âme de Jeanne, tout comme il l'a fait avec ses autres victimes, mais les trois chasseurs unissent leurs forces pour l'affronter. Damien, utilisant des rituels anciens qu'il a découverts lors de ses recherches, commence à exorciser l'esprit. Louis et Jeanne luttent contre l'entité physique qu'Henri semble avoir réintégrée. Le combat est intense, avec l'esprit de Gaston manipulant l'environnement à son avantage, créant des pièges dans tout le bâtiment. Après une bataille désespérée, ils parviennent à détruire le lien entre l'esprit et le bâtiment, scellant l'endroit et libérant les âmes des victimes emprisonnées dans les murs. Histoire 3. Lucien sentit un frisson le parcourir. Le clown, maintenant révélé dans sa vraie forme, était une figure terrifiante, avec des yeux qui semblaient errer dans des dimensions qu'il ne pouvait pas comprendre. Les rires déformés des enfants résonnaient à ses oreilles, transformant l'endroit en un cauchemar. « Nous devons sortir d'ici », chuchota Bastien, tirant son frère par le bras. Mais Jeanne le retint fermement, son expression déterminée. « Nous ne pouvons pas. Nous devons comprendre ce qui se passe. Il n'est qu'un pion. »« Que veux-tu dire ?» demanda Lucien, sentant la pression de la terreur qui les entourait. Jeanne prit une profonde inspiration. « Henri m'a parlé d'un culte qui adore ces créatures. Il croit pouvoir contrôler les Rakshasas en utilisant la peur comme moyen de pouvoir. Le clown que vous avez vu dans les maisons n'est que la face la plus visible. Il y a quelque chose de plus profond, une force qui manipule la situation. » Avec un mouvement rapide, le clown tendit la main, et des ombres dansèrent autour de lui, comme si elles étaient vivantes. « Vous ne pouvez pas échapper. La fête vient à peine de commencer. » La tente semblait pulser avec son énergie, distordant la réalité qui les entourait. « Concentrons-nous, » dit Jeanne, essayant de s'imposer sur l'influence de l'être. « Lucien, toi et Bastien devez trouver ce qu'il utilise comme encre. Chaque créature de ce genre a un objet qui la lie au monde. Si nous réussissons à le détruire, nous pourrons l'affaiblir. » « Mais où ?» commença Lucien, mais le clown coupa sa phrase. « Vous voulez jouer ? Trouver ce qui me relie ? Si vous le trouvez, cela pourrait être amusant, répondit-il d'un rire sarcastique. Les ombres autour de lui commencèrent à se contorsionner, révélant des images d'enfants jouant, avec un rire maniaque qui semblait émaner de leurs souvenirs. Bastien, déjà fatigué de la manipulation, prit les devants. « Allons, Lucia. Nous devons agir avant qu'il ne devienne plus puissant. » Les frères, avec Jeanne, se séparèrent temporairement. Lucien sentit que la seule façon de combattre l'influence du clown était de l'affronter directement, mais, en même temps, son esprit tournait autour des dernières paroles de son père. Qu'est-ce qu'il aurait laissé comme indice ? Il y avait quelque chose qu'il ne percevait pas. Si la peur est son encre, nous devons comprendre ce que cela signifie, murmura Lucien pour lui-même. Avec l'adrénaline courant dans ses veines,
il se souvint d'un ancien parc d'attractions que son père avait l'habitude de fréquenter avec les frères lorsqu'ils étaient petits. Les rires et les ombres de clowns n'étaient pas seulement de la joie, il y avait quelque chose de plus sinistre qu'ils n'avaient pas remarqué à l'époque. Pendant ce temps, Bastien et Jeanne cherchaient autour de la tente, examinant les objets laissés derrière. Une poupée clown, un ballon dégonflé et un chapeau coloré, mais rien qui semblait être l'encre. « Allons, réfléchissons », cria Jeanne, la frustration évidente dans sa voix. Que disaient les enfants qui avaient survécu? Comment les a-t-il trouvés? Lucien, pensant aux histoires qu'il avait entendues, s'exclama « Il apparaît dans des parcs d'attractions. La dernière attaque a eu lieu lors d'un festival. » Les enfants s'en approchaient à cause de la joie, mais ensuite, tout devenait un cauchemar. Les yeux de Jeanne brillèrent. « Nous devons retourner au parc. C'est là qu'il trouve la peur pure et non filtrée. La fête ne s'arrête jamais. » Les frères et Jeanne sortirent de la tente, affrontant le vent glacial qui coupait la peau. Le parc, maintenant sous un nouveau jour, semblait être un piège. Ils devaient agir rapidement. Là, Bastien pointa à un coin du parc où les lumières clignotaient de manière incontrôlable. Le clown était là, entouré d'un groupe d'enfants riant et sautant, complètement hypnotisés. Il se déplaçait parmi eux, un large sourire sur les lèvres, mais ses yeux étaient froids comme de la glace. « Nous devons le distraire, » dit Jeanne, tenant ce qui semblait être une pierre cérémonielle qu'elle avait trouvée. « Je vais essayer de l'attirer. Vous deux devez chercher ce qui le lie à cet endroit. » Lucien et Bastien échangèrent des regards, sachant tous les deux que le plan était risqué. « Fais attention, » avertit Lucien, tandis que Jeanne s'éloignait, son cœur s'emballant. « Maintenant, » dit Bastien, et les frères coururent vers le clown, essayant de se mêler aux enfants. Jeanne commença à chanter des mots anciens, tentant d'invoquer l'attention du Rakshasa. « Je sais ce que tu es. Tu ne peux pas jouer avec elle. » Sa voix résonna dans la nuit, appelant l'être. Le clown se retourna, et ses yeux se fixèrent sur Jeanne, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard. Un changement, une hésitation. Lucien, voyant cela, sentit que c'était le moment. « Bastien, regarde dans les yeux des enfants. Qu'ont-ils en commun ?» Bastien commença à observer et, tout à coup, remarqua « Ils tiennent des ballons. » Les ballons. Lucien s'écria, comprenant que les ballons étaient l'encre. S'il réussissait à prendre à des ballons, il pourrait rompre le lien entre le clown et les enfants. Lucien et Bastien s'approchèrent furtivement, tandis que Jeanne continuait à distraire le clown. Lorsqu'ils étaient à quelques pas, le clown les remarqua, et son sourire s'élargit, montrant des dents acérées. « Vous pensez vraiment pouvoir emmener les enfants? Elles sont à moi. » Avec un mouvement rapide, Lucien saisit un ballon d'un des enfants, et le clown rugit de fureur. « Non, vous ne pouvez pas. » Avec le ballon en main, Lucien sentit l'énergie se transférer. Il regarda Bastien et Jeanne, criant « Maintenant, éclatez-le !» Jeanne lança la pierre cérémonielle, frappant le ballon, qui éclata avec un bruit assourdissant. Une vague d'énergie jaillit, et les ombres autour du clown se contorsionnèrent, tandis que l'être commençait à se désintégrer. « Non !» cria le clown, tandis que son corps se désintégrait en un nu de fumée et de rires déformés. Les enfants, libérés de son influence, commençaient à se réveiller de leur transe. « Il est temps de rentrer à la maison, » dit Jeanne, guidant les enfants loin du parc. Les frères, épuisés et encore sous l'adrénaline, se réunirent, sachant qu'ils avaient affronté quelque chose qui aurait pu dévaster encore plus de vies. Cependant, ce n'est pas la fin, dit Lucien, regardant le ciel nocturne. Il y a encore plus à découvrir sur ce qui est vraiment arrivé à notre père. Et ainsi, au milieu de l'horreur du carnaval, un nouveau voyage commençait, avec l'écho des rires et les ombres des souvenirs encore flottant dans l'air.